Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... Il est en train de filmer sous votre robe le téléphone comme ça à l'instant. Vous portez plainte? C'est 4 clients. C'est vrai? Je suis là pour rigoler, on le suit à la caméra, ça fait 4 fois qu'il... Allez, police direct. Vous restez là, vous bougez pas. Madame, je compte sur vous, vous portez plainte. Des histoires étranges de l'ère numérique. Imaginez un instant, vous êtes un agent de sécurité veillant sur les allées d'un supermarché en France. Soudainement, votre attention est attirée par un homme d'une soixantaine d'années. Son attitude vous intrigue. Il déambule dans les rayons, une sacoche à la main, s'approchant un peu trop près des femmes en jupe. Votre instinct s'éveille. Vous le suivez discrètement, observant son stratagème. Et là, vous le voyez, il glisse subtilement son téléphone sous la jupe d'une cliente. Sans hésiter, vous intervenez. Sachez que votre intervention va déclencher bien plus qu'une simple arrestation pour voyeurisme. Vous venez d'attraper Dominique Pélicaud et de déclencher l'une des affaires criminelles les plus choquantes de l'histoire française. Sébastien Lévesque, comment vas-tu ce soir? Ça va bien, et toi, Émile Gauthier? Et... Ça va bien aussi. Un épisode hors saison qu'on fait, parce que, on vous le dit, on prend des petites vacances cet été, mais on continue quand même nos recherches. On continue à traiter d'histoires qui ont ébranlé l'année et même les dernières décennies d'une certaine façon. Oui. Aujourd'hui, on s'attaque au cas de Dominique et Gisèle Pélicaud, un cas qui a, écoutez, si vous n'en avez pas entendu parler cette année, en 2024, probablement que vous viviez sous une roche. Oui, là, la fameuse expression. On en a parlé beaucoup. Puis là, on se disait, moi et Seb, qu'est-ce qu'on peut ajouter à la conversation? Parce qu'il y a plein d'autres podcasts qui en ont parlé. Il y a des documentaires, on va en citer quelques-uns d'ailleurs. Il y a eu énormément de reportages. On a pu suivre ça en direct. Même le procès de Dominique Pélicaud. Toute une histoire autour de la soumission chimique. Mais qu'est-ce qu'on peut apporter de plus? On se disait, est-ce qu'il faut vraiment se poser la question? Est-ce que dans le fond, n'est-ce pas bénéfique de parler plus de ce sujet-là? Même si l'histoire, vous la connaissez probablement, nous, on va se pencher évidemment sur les traces numériques parce qu'il y en a beaucoup. C'est ce qui a contribué à faire incriminer Dominique. Le site Coco.fr, qui a servi de plateforme pour recruter toute cette bande de salopards. On va en parler évidemment, mais on se disait que le sujet est trop important pour qu'on s'empêche d'en parler à cause que les autres en ont parlé. Ben oui, faut arrêter de toujours penser ça. On amène notre saveur, notre sauce, si je peux dire, à tous les cas qu'on... Oui, puis de la sensibilisation autour de ce sujet-là, parce qu'on n'en a pas fini avec les agressions commises après administration de drogue ou de médicaments. Je me rappelle même dans mon quartier, dans un bar où on est allé très souvent, Seb, ensemble, il y avait eu plusieurs cas de drogue administrée, de GHB, probablement dans des verres d'alcool distribués aux femmes. Puis c'est pas un bar trash. Là. On ne nommera pas parce que je pense pas que c'est de la faute du bar. Mais, non. Puis même, c'est un bar qui avait des codes un peu de conduite avec un genre de mot de passe quand les filles se sentent un peu... se sentent pas safe et tout ça. Et malgré tout, malgré le fait que ce bar-là était un peu une sorte de safe space à quelque part, il y a eu des cas d'administration de drogue du viol. On ne sait pas s'il y a des agressions réelles après ça, mais bref, c'est partout. On en entend parler à chaque semaine d'agressions de ce type-là, puis de soumission chimique qui est un peu je dirais pas un nouveau mot, mais il y a un peu un terme pour ça maintenant, pour englober tout ce qui est... il y a le cas de Dominique Pélicaud qui est assez extrême, mais justement, droguer des victimes afin d'en profiter sexuellement ou d'en faire profiter les autres. Ah non, c'est assez fou. Hein? Puis j'entendais même dans un des documentaires, je pense que justement le GHB, ça représente peut-être 5%
Mais tout le reste, à peu près 95% de la soumission chimique, c'est souvent utilisé par des médicaments sous ordonnance ou du moins qu'on a dans la pharmacie puis qui n'ont pas le but de faire Absolument. de faire ça. Donc ça, là, je ne pensais pas que ce chiffre-là était si élevé. Ça m'a jeté à terre. Là. C'est vraiment décourageant que les hommes, parce qu'on va le dire la plupart du temps, ce sont les hommes qui effectuent ce... Je ne sais pas ce qu'on a en nous, là, mais c'est décourageant. En fait, que les hommes d'aujourd'hui, là, depuis peut-être 20 ans à peu près, qui pensent à utiliser les médicaments pour arriver à leur fin sexuelle. Ah oui, vous allez voir ces troublants. On va entrer un peu dans la tête de Dominique Pellicot aussi, là, avec des extraits du procès. Vraiment, nos recherchistes ont fait un super boulot. Mais oui, c'est un sujet choquant. Puis c'est important de lever l'awareness, là, de sensibiliser les gens autour de ça. Pas juste de surveiller vos verres dans les bars, parce que comme tu dis, Seb, souvent c'est des sédatifs, des calmants, du Xanax, du lorazépam, plein de choses qui sont des médicaments sous prescription qui vont être administrés aux victimes potentielles. Et dans certains cas, là, ça peut aller assez loin. En after show, on va parler un peu de chiffres autour de la soumission chimique, de statistiques du phénomène, comment c'est comptabilisé et comment ce n'est pas comptabilisé dans certaines régions. La France sont plus avancés que nous, par exemple, le Canada. Okay. Oui, eux, vraiment un genre d'observatoire autour de ça. Là, je pense que le cas de l'histoire Pellicot a évidemment contribué à sensibiliser les gens autour de ça. Puis on va vous parler aussi d'un autre champion, Philip Wilson, parce que en after show toujours, parce que justement au Canada, on n'y échappe pas. On l'appelle un peu le violeur d'Ottawa. Donc il arpentait les rues là, du nightlife d'Ottawa et en vendant des drogues à des gens, souvent des drogues récréatives, il droguait des boissons qu'il donnait aux jeunes femmes. Il a fait des dizaines de victimes et ça, c'est ce qu'on sait. Donc, on en parle en after show avec quelques données, réflexions autour de la soumission chimique aussi. Mais ça risque d'être un gros épisode, Seb, aujourd'hui. On tenait à le faire. On n'a pas réussi à le placer dans notre saison régulière parce que les autres épisodes étaient trop avancés. Mais on s'est dit, c'est sûr qu'on le sort en hors-saison cet été. Vous dites-nous ce que vous en pensez. C'est un cas, évidemment, qui a énormément fait jaser en France et ailleurs dans la francophonie. Ah oui. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on boit, Seb? Oui, on boit parce qu'il faut toujours bien accompagner les gros dégueulasses avec un peu de bière, si je peux dire. Aujourd'hui, on boit la Lévisienne IPA, la microbrasserie Corsair. Shout-out Lévis, le 8-3. Oh yes, qui se catégorise comme une microbrasserie pirate. Et c'est une IPA de type britannique ou anglaise. Puis c'est vrai, on le sent l'amertume un peu de la rousse. Là. On sent le goût de la robe ambrée. Il y a un houblonnage assez élevé, 78, c'est 6,2% d'alcool, arômes floraux. Elle est excellente avec des saveurs caramélisées, Oui. Qui donne un bon goût. Eux, ils recommandent de manger ça, par exemple, avec des mets épicés, du poisson, des fruits de mer. Puis je le comprends parce que, justement, le goût ambré, ça permet de prendre le dessus. C'est vrai qu'avec un bon poisson, ça fait encore plus pirate. Oui, exact. Allez-y au Corsair, hein, ça fait longtemps qu'ils sont là. À Lévis, ils sont sur le bord de l'eau, un beau local, c'est chill, tu descends la côte, t'es vraiment sur le bord de l'eau. Vraiment un beau petit spot là, l'été là, pour aller prendre une bière. Là. Allez-y. Cool, belle suggestion. Et cette tournée de bière-là, Émile, elle nous a été offerte par Jerry Cranes, si je le prononce bien. Jerry, ce qu'il a fait, il est allé sur le site distorsionpodcast.com, le petit bouton en haut à droite, tournée de bière. Il nous a fait un don via PayPal et voilà. Et il nous a suggéré une bière et ça se retrouve dans le fridge. Et nous, on va acheter cette bière-là. Donc, c'est ça. C'est pas le Corsair qui nous commandite. Non, pas du tout. C'est nous qui commanditons le Corsair. Oui. C'est une plug gratuite comme ça. Là, oui, on est smart. Vu de notre passion pour la bonne bière. On a aussi un shout-out qui nous vient d'une review 5 étoiles sur Apple Podcast qui nous vient de Sinalena. Et elle nous dit « Encore, c'est toujours tellement captivant de vous écouter, les boys. En voiture, en faisant le ménage, toutes les occasions sont bonnes pour écouter votre prochaine histoire. » Et là, qu'est-ce qu'elle nous dit? « Merci pour le divertissement. En plus de vos voix radiophoniques, sont toujours très agréables, même lorsque parfois, ce que vous racontez nous donne d'autres types de frissons. Oh. » Hi, 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 dit-elle à la fin. Ben oui, apparemment qu'on a des voix suaves. Oui, c'est ce qu'on nous dit. On devrait monétiser ça. On devrait
comment dire, enregistrer vos messages vocaux là, ou quelque chose comme ça. Là, oui, c'est pas fou. Vous enregistrez, on devrait avoir un forfait Patreon, on vous enregistre une berceuse avant de vous endormir. C'est pas fou, ça. Selon votre choix. Où on lit des nouvelles, des nouvelles érotiques là, des années 80. Là. J'allais dire des vieux contes Disney, mais, mais les nouvelles érotiques, j'aime ça. Ah, ben, tout dépendant des goûts. Hein. Oui, on est ouvert à tout. Yes, on est des mercenaires. Je pense qu'on en a assez dit, Seb. Les haters vont nous dire que notre intro fait 9 minutes. Est-ce qu'on est prêt à se lancer dans l'épisode d'aujourd'hui? Oui, mais, Émile, réaliser un épisode de Distorsion, eh bien, c'est parfois un casse-tête presque aussi ambitieux que de décortiquer toutes les offres mobiles et Internet. Totalement. On avance d'énigme en énigme, les pistes s'entrecroisent et on a vite fait de perdre le fil. Heureusement, côté télécom, aucun détour. Avec Fizz, tout est 100% numérique et transparent. Tu choisis ton forfait mobile, Internet ou télé selon tes besoins, sans contrat à durée déterminée ni frais cachés. Et encore mieux, en activant ton premier forfait Fizz avec le code PODZZ, P-O-D-Z-Z, tu reçois 25 $ de rabais, 10 gigaoctets de données mobiles gratuites et 1 mois d'Internet offert. Une offre limpide, impossible de s'égarer dans le labyrinthe des offres. Pour en profiter, rendez-vous sur fizz.ca et entrez le code PODZZ, PODZ. Avec Fizz, la solution est toute tracée, simple, claire et sans détour. Alors Seb, maintenant qu'on est bien préparé, est-ce qu'on est prêt à plonger dans notre épisode d'aujourd'hui? Oui, monsieur! Allons-y. Yeah. Commençons tranquillement cette chronologie là, de cette histoire complexe, Seb. Tout d'abord, en revenant vraiment en arrière dans le temps, je vais vous parler de Gisèle, de sa naissance, de la formation du couple Pellico, les enfants et tout ça, pour qu'on comprenne un peu plus le contexte dans lequel on évolue ici, là, dans le cadre de cette histoire-là. Gisèle, elle est née le 7 décembre 1952 à Villingen, en Allemagne de l'Ouest. C'est la fille d'un militaire français. Elle connaît une enfance marquée par les déplacements. À l'âge de 5 ans, sa famille reste en France. Le destin frappe cruellement. Sa mère décède d'un cancer alors que Gisèle n'a que 9 ans, très tôt. Malgré cette perte précoce, elle garde le souvenir d'une enfance heureuse. Dominique, lui, naît le 27 novembre 1952 à Quincy-sous-Sénart, en France. Sa jeunesse est bien différente de celle de Gisèle. À la fin des années 1950, sa famille, lui aussi, déménage dans l'Indre, où son père, Denis, travaille comme contremaître dans un centre de réadaptation pour vétérans de guerre. Dominique décrit plus tard son père comme étant dur, sévère et autoritaire. Enfant, il est témoin des violences que son père exerce sur sa mère Juliette et grandit dans un climat familial marqué par la peur et l'humiliation. Ces traumatismes laissent une empreinte durable sur lui. Ce qui n'est pas rare, c'est rare que ça ne laisse pas de traumatisme. Non, exact. Gisèle, elle rêve initialement de devenir coiffeuse, mais finit par étudier la sténodactylographie. Et ça, un peu, c'est une technique là, qui combine la sténographie, là, l'écriture rapide, abrégée, et la dactylographie, qui est la frappe au clavier là, ou la machine à écrire. Elle permet de prendre des notes là, très rapidement, que ce soit en réunion, dans des interviews ou même dans des procès. Dominique, quant à lui, obtient un CAP d'électricien à l'âge de 17 ans. Il va en faire son métier. Leur rencontre se produit dans une entreprise locale d'Azay-le-Ferron où ils travaillent tous les deux. Les distordus français, dites-nous si je prononce mal vos beaux noms de villes. Mais moi, je pensais que c'était Azay-le-Ferron et non Azaï. C'est pas, c'est pas américain. C'est pas en Thaïlande, exact. Pour Dominique, qui à l'époque était à peine majeur, c'est un coup de foudre immédiat pour Gisèle. Gisèle, de son côté, se souviendra plus tard avec émotion de ce moment crucial. Elle a dit « Quand j'ai vu ce jeune homme en pull bleu, j'ai su que c'était lui. » Cette première impression restera gravée dans sa mémoire, symbolisant à ses yeux le début de leur belle histoire d'amour. Au fil des échanges, Gisèle et Dominique découvrent qu'ils partagent des expériences similaires d'enfance troublée.
Cette reconnaissance mutuelle de leurs blessures respectives crée rapidement un lien profond entre les deux. Dominique, qui a quitté l'école en 5e pour intégrer le monde du travail, voit en Gisèle une femme forte et déterminée, capable de lui apporter la stabilité émotionnelle qu'il n'a jamais connue. Gisèle, quant à elle, trouve en Dominique un homme qui semble prêt à construire avec elle l'avenir stable dont elle a toujours rêvé. Leur relation évolue rapidement, nourrie par ce désir commun de surmonter leurs pensées difficiles. 2 ans après leur première rencontre, le 28 avril 1973, ils se marient à Azé-le-Ferron, le village même où leur histoire d'amour a débuté. Ce mariage marque le début d'une nouvelle vie qu'ils espèrent remplie de promesses, d'espoir, mais surtout d'amour. Plus tard, lors du procès qui mettra en lumière les aspects les plus sombres de leur relation, Gisèle évoquera cette période de sa vie avec nostalgie en déclarant au tribunal « Nous étions follement amoureux et nous ne pouvions pas supporter d'être séparés ». Donc, ils ont vécu une vie tout de même heureuse, ce couple de Gisèle et Dominique. Leur vie semble prendre un tournant heureux autour de ces années-là. Ils fondent une famille et ont 3 enfants. David, qui naît en 1973, Caroline en 1978 et Florian en 86. Le couple vit dans la région parisienne. Gisèle travaille chez EDF où elle débute à l'âge de 30 ans. EDF, ou Électricité de France, est une entreprise française majeure dans le secteur de l'énergie. Elle y gravit progressivement les échelons jusqu'à terminer sa carrière comme cadre préparatrice logistique pour les centrales nucléaires. Dominique, lui, travaille comme électricien et agent immobilier. Il tente de lancer plusieurs entreprises qui finissent par échouer. Le couple connaît des difficultés financières de manière assez fréquente et Gisèle développe une liaison avec un collègue au milieu des années 80, ce qui provoque une crise existentielle chez Dominique. Lorsque ce dernier découvre l'infidélité de sa femme, il quitte le domicile conjugal et entame une relation lui aussi avec une autre femme. Il vit donc séparé de Gisèle pendant plusieurs mois avant qu'ils ne finissent par se réconcilier et reprendre leur vie commune. En 2013, le couple prend sa retraite et s'installe à Mazan, un village de 6000 habitants dans la Vaucluse. Gisèle rejoint une chorale, tandis que Dominique s'adonne au sport et au cyclisme. Ils reçoivent régulièrement la visite de leurs enfants et petits-enfants. Personne ne pouvait alors imaginer que derrière cette apparence de bonheur se cachait un avenir sombre. Ce couple, qui semblait si ordinaire et que leur ami qualifiait de couple parfait, allait devenir, des décennies plus tard, le centre d'une affaire criminelle qui choquerait la France entière. Et là, Émile, on va revenir un peu en arrière en 2010, alors que le couple vivait un certain bonheur. En juillet 2010, dans un centre commercial de Seine-et-Marne, un homme de 57 ans au comportement suspect attire l'attention de Nordine, un animateur du supermarché. Intrigué par le manège de ce client, Nordine l'observe discrètement. Et là, je le cite. « Je vois ce monsieur avec une grosse sacoche, et je voyais un truc qui dépassait. Il mettait ça sous la jupe des femmes. Ça fait tilt dans ma tête. J'ai vu qu'il filmait sous les jupes. Je l'ai suivi un peu pour confirmer, raconte-t-il. L'homme en question, eh bien, c'est Dominique Pélicaud. Armé d'une caméra miniature cachée dans un stylo, il traque ses victimes dans les allées du magasin. Un petit cochon. Oui. Il se collait aux clientes, il mettait son sac sous les jupes, il chassait ses victimes. Dès qu'il y avait une dame en mini-jupe ou en jupe, comme il faisait chaud, il fonçait, il y allait, se souvient Nordine. Rapidement, la sécurité interpelle Pélicaud qui lui semble surpris par cette appréhension. Il est par la suite amené au commissariat. Malgré la gravité de ses actes, il s'en sort avec une simple amende de 100 €. Cette sanction légère ne fait alors qu'attiser ses pulsions perverses. Oui, c'est pas assez pour qu'il arrête. Ben non, 100 $. Un an plus tard, en juillet 2011, Pélicaud franchit une nouvelle ligne rouge. Il commence à fréquenter le fameux site coco.fr. Là, je vais vous parler un peu de l'historique de Coco. Coco.fr... oui, parce que on penserait jamais qu'avec un nom comme ça, on retrouve ce type de contenu, mettons. Là. Exact. Ah non, c'est fou. Là. C'est pas la chasse au coco de Pâques. Non, loin de là.
Coco.fr voit le jour en 2003. C'est un site qui a été créé par Isaac Steedle, un Italo-bulgare. Ce site promettait une expérience de discussion en ligne simple et sans contrainte. Pas besoin de s'inscrire, pas de vérification d'identité, juste un pseudonyme, un code postal et hop, vous voilà plongé dans un monde de conversation virtuelle. Au fil des années, Coco devient le repère de centaines de milliers d'internautes, même qu'à son apogée, près de 800 000 visiteurs uniques par mois s'y connectent, cherchant à bavarder, flirter ou simplement tuer le temps. Les salons de discussion fourmillaient d'activités, les messages privés fusaient dans tous les sens. Donc, on n'y retrouvait pas que du contenu malsain, là. C'était aussi des discussions sur tout et rien. Oui, exactement. C'est un forum, c'est juste que vu qu'il n'y avait pas de modération, les gens en ont profité. Exact. Quand on sans règle, l'humain étant ce qu'il est... Oui, on se rappellera de 4chan. Ça être la même chose. Mais derrière cette façade de convivialité se cache une réalité bien plus sombre. Les rumeurs commencèrent à circuler, puis les faits divers s'accumulèrent. Coco devenait le terrain de jeu favori des prédateurs en tout genre. Pédocriminalité, prostitution de mineurs, trafic de drogue, le site semblait attirer le pire de l'humanité comme un aimant. Les autorités s'inquiétaient, les parents paniquaient, mais Coco, lui, continuait son chemin. La modération, quasi inexistante. Le contrôle de l'âge des utilisateurs, une vague formalité facilement contournée. Le site était devenu une zone de non-droit numérique. Fin 2020, sentant le vent tourner, les propriétaires de Coco tentèrent un tour de passe-passe. Bye bye Coco.fr, bonjour Coco.gg. Vous savez, le nom de domaine, c'est souvent relié au pays où le site est hébergé. Et le site déménagea ses serveurs à Guernesey, si je le prononce bien, espérant échapper aux griffes de la justice française. Mais c'était trop peu, trop tard. Le 25 juin 2024, le verdict tombe. Le parquet de Paris a annoncé la fermeture définitive de Coco et la saisie de ses serveurs. Après plus de 2 décennies d'existence tumultueuse, le rideau est tombé sur l'un des sites de chat les plus controversés de l'histoire de l'Internet français. En juillet 2024, ils ont arrêté 2 modérateurs et ont interrogé 3 proches d'Isaac Steedle. Et le 9 juin 2025, Isaac Steedle, maintenant rendu à 44 ans, est mis en examen après garde à vue. Et lui, justement, le premier chef principal, c'est administration d'une plateforme facilitant des transactions illégales en bande organisée. Oh, j'imagine qu'il devait se vendre de la drogue aussi là-dessus, peut-être. Oui, exact. Et le lendemain, d'autres charges sont apparues. Ça, c'est récent, là, c'est janvier 2025. Oui, exact, oui. Complicité de trafic de stupéfiants, détention, diffusion d'images pédopornographiques, corruption de mineurs, blanchiment aggravé, etc. Sous contrôle judiciaire, la caution, c'est 100 000 €. Interdiction de quitter la France et plusieurs chefs d'accusation sont passibles jusqu'à 10 ans de prison chacun. Donc, il n'y a pas eu encore le jugement, mais il ne s'en sortira pas, là, notre petit Isaac. Non, c'est ça. Puis ça, c'est peut-être certains développements qui sont intéressants dans l'affaire, dans toute cette affaire-là, c'est que justement, ce site-là a été dans la foulée du cas de Pellico. Ce site-là est un peu passé dans le tordeur aussi, là. Oui, puis il n'y en aura plus, là. Il va peut-être en avoir d'autres, mais c'est sûr que quand on... c'est un peu comme les repères de vermine, hein? Quand on en détruit un, il y en a un autre qui pousse à côté. Sauf que dans ce cas-ci, au moins, le Coco.fr est rayé de la carte. Là, oui. Avec cette histoire-là aussi. Puis, à quelque part, c'est normal, je pense que les fondateurs, là, on met un peu la charrue derrière les bœufs. On va revenir dans le passé. Ne vous en faites pas. Mais c'est normal aussi qu'il y ait des sanctions pour les gens qui aient eu un site comme ça. Là, bien sûr. Sans modération. Ah non, ils sont responsables là, d'une certaine façon et c'est des facilitateurs. Donc, non, je suis content. Puis ça me rassure aussi que la justice, sous le seul prétexte qu'on déménage un serveur dans un autre pays et qu'on n'a pas juridiction. Non, là, à un moment donné, la justice, je veux dire, t'es coupable. Là. Le gars, il habitait en France, c'est un Français. Là. À un moment donné, l'endroit de l'hébergement. Mais ça, là-dessus. C'est une technique de cette époque-là, on dirait. Oui, exact, mais c'est vrai. Mais il a déménagé son serveur fin 2020
Puis c'est là que... Ah, 2020, oui. Okay. Et Pellico, il avait déjà été arrêté. Donc, je ne sais pas si ça avait été médiatisé, par contre, à cette époque-là. Mais c'est sûr qu'eux, ils ont dû être mis au courant. Là, c'est un peu pour ça qu'ils ont voulu faire la transition, mais rendu là, tout ton historique ne s'efface pas et tout ça. Et puis, je suis allé voir au Internet Archive, puis il est vraiment écrit aucune... ces sites-là, ils ne les gardent pas dans leur historique. On dirait que quand ils ont des connotations un peu trop... de ce style-là, ils ne sont jamais gardés dans le Internet, la Wayback Machine. Exact. Ils font bien quand même. Mais sinon, pour revenir à Coco, Dominique Pellico, lui, il passait des heures à naviguer sur ces forums-là, des salons de discussion au contenu de plus en plus sombre et dégueulasse. Là. Et c'est sur Coco.fr qu'il fait une rencontre qui allait changer le cours de sa vie et évidemment celle de sa femme Gisèle. C'est un soir de 2011, Seb, que cette rencontre se fait. Dominique, il reçoit un message privé là, via le site coco.fr qui attire son attention. Un homme prétendant être infirmier lui a envoyé des photos troublantes. Une femme visiblement inconsciente dans des poses compromettantes. Accompagnant ces images, des instructions détaillées sur la manière de reproduire ce scénario avec sa propre épouse. Et donc là, ça va éveiller là, une forme de désir chez Dominique Pellico qui savait peut-être pas qu'il y avait à l'époque, là, mais ça va l'exciter fortement ce message-là avec les photos. Et là, tranquillement, ce désir-là, dans la tête de Dominique, va se transformer en un plan. Il aimerait bien faire la même chose, puis pourquoi pas sur sa femme qui habite avec lui, bien évidemment. Sûr. Donc, il commence à réfléchir à ça, comment est-ce qu'il pourrait endormir sa femme afin de profiter d'elle. Et au début de son plan, il procède par essai-erreur afin de trouver le bon médicament et la dose idéale qu'il faut donner à Gisèle. Il utilise principalement 2 médicaments, le Temesta, qui est du lorazépam, un puissant anxiolytique, et le Stilnox, qui est du zolpidem, qui est un hypnotique. Et le lorazépam, c'est un médicament qui est utilisé pour calmer l'anxiété, détendre le système nerveux. Il appartient à la famille des benzodiazépines, les fameux benzos, qui agissent comme des tranquillisants. En gros, il aide à apaiser les angoisses, réduire le stress et favoriser la relaxation. Mais il peut aussi provoquer de la somnolence et créer une dépendance s'il est pris pendant une trop longue période. Le zolpidem, ça, c'est un somnifère utilisé pour traiter les insomnies. Il agit rapidement pour aider à s'endormir, mais son effet ne dure pas toute la nuit. Contrairement au benzo, il est censé être moins addictif, mais il peut quand même provoquer une dépendance s'il est mal utilisé. Certaines personnes ont aussi des comportements étranges après l'avoir pris, par exemple parler en dormant, manger ou même conduire en dormant. C'est fou, hein, ça? Oui. Et ça me traumatisait un peu aussi l'aspect dépendance parce que, je veux dire, Gisèle, elle absorbait ces médicaments-là, elle développait une dépendance. Ben oui. Je veux dire, sans qu'elles le veulent. Puis sans le savoir même. Oui, c'est ça. Puis souvent, les dépendances, je suis loin d'être un spécialiste, mais je sais qu'il y a même des symptômes physiques quand tu manques d'une drogue. Ben oui. Ça devait, puis là, on va en parler plus loin, là, elle avait toutes sortes de symptômes, mais elle a dû vivre un certain calvaire. Mon Dieu, oui. D'être dans une sorte de certains moments où il y avait moins de viol, j'imagine, elle devait subir un genre voyons, quand t'es en manque, là. Oui, voyons, il y a un nom pour ça. D'effet de manque. Oui, d'effet de manque, oui, voilà. Donc, sans comprendre, elle devait tellement être mêlée. Parce que, tu sais, je veux dire, si tu commences à prendre du crystal meth à tous les jours, tu vas le savoir à un moment donné, OK, je suis en manque, là, mais c'est normal, j'en prends à tous les jours. Oui. Mais elle ne sait pas qu'elle en prend. Non, c'est ça. Donc, elle est dépendante à quoi? Elle ne sait pas, mais elle doit avoir un effet de manque. Ou des fois, les gens qui sont dépendants à des opioïdes vont carrément tomber malades quand ils n'en prennent pas. OK, ouais. Et là, elle, c'est sûr, pour moi, juste ça, sans les viols, c'est des agressions. C'est des agressions, là. Je ne sais pas comment appeler ça, l'agression chimique. Oui. Puis je ne veux pas divulgacher où ce qu'on s'en va, là, mais ça aurait pu être très, très grave. Oui, absolument.
Et là, ben justement, il expérimente, Dominique, avec ces différents médicaments-là, avec différentes doses de Temesta, entre autres. Il écrase les comprimés et stocke la poudre dans une petite pipette. Et au départ, les doses sont trop faibles. Gisèle, elle s'endort, mais pas assez profondément là, au goût de son mari. Progressivement, Pellico augmente les doses, mettant parfois la vie de sa victime en danger. Selon les médecins qui ont examiné Gisèle Pellico, elle frôle la mort à plusieurs reprises là, pendant cette période-là, entre coma et surdose. Fou, hein? Après plusieurs tentatives, Pellico finit par trouver ce qu'il considère comme la dose idéale. C'est un mélange de 3 comprimés de 2,5 mg de Temesta, parfois combiné avec du Stilnox. Il administre cette mixture à sa femme en la mélangeant à sa nourriture ou sa boisson, comme dans un café le matin, une purée ou une glace le soir. Il s'assure que les plats soient très goûteux afin d'éviter les soupçons de goût altéré. Oui. Ces essais dangereux durent un certain temps avant que Pellico ne trouve la combinaison qui produit l'effet recherché, c'est-à-dire plonger Gisèle dans un sommeil profond pendant environ 5 heures, la rendant totalement vulnérable à ses agressions. Pas de bon ça. Ah oui, 5 heures. Une fois Gisèle plongée dans un sommeil profond par les médicaments, Dominique Pellico s'adonne à des actes pervers. Il commence par l'habiller, alors qu'elle est inconsciente, de sous-vêtements qu'elle n'aurait jamais portés en temps normal. Et profitant de son état d'inconscience, il se livre à des pratiques sexuelles que Gisèle n'aurait jamais acceptées si elle avait été éveillée. Mm-hmm. Et rapidement, ces actes ne suffisent plus à assouvir les pulsions déviantes de Dominique. Avide de nouvelles sensations, il décide d'aller plus loin. C'est alors qu'il se tourne une fois de plus vers Internet et plus précisément vers coco.fr. C'est dans des salons de discussion au nom évocateur, à son insu, que Dominique Pellico publie l'impensable. Il offre le corps inconscient de sa propre femme à des inconnus. Les réponses ne tardent pas à arriver. Pellico les trie méticuleusement, éliminant ceux qui lui semblent trop risqués ou pas assez discrets. Pour les candidats retenus, il passe à l'étape suivante, l'envoi de photos. Des clichés de Gisèle endormie, toujours sans son visage, à son insu, comme il le précise, ces images servent à la fois de preuve et d'appât. Vient ensuite le moment des instructions. Oui, puis là, il y a un modus operandi très clair. Il va prendre des précautions vraiment, vraiment minutieuses pour éviter les soupçons. Oui, exact. Écoutez ça. Se garer loin du domicile pour ne pas éveiller les soupçons des voisins. Deuxièmement, éviter de porter du parfum ou d'avoir fumé. Parce que ça se peut que dans son sommeil, si elle sent quelque chose de différent, elle se réveille. Oui, exact. Puis même laisser ton odeur sur les draps, des choses comme ça. Troisièmement, se déshabiller dans la cuisine à leur arrivée pour qu'ils puissent, si on a sauvé vite. Et se laver les mains à l'eau chaude et chuchoter. Et la dernière instruction, s'assurer que leurs mains soient à température ambiante pour ne pas réveiller la victime. Chaque détail est bien pensé pour ne laisser aucune trace, aucun indice qui pourrait éveiller les soupçons de Gisèle à son réveil. Pellico installait ensuite une caméra dans la chambre, cadrant discrètement une horloge pour certifier l'heure des faits. En même temps, ça laisse des preuves. Ben oui, exact. Il filmait systématiquement chaque agression, prétextant le faire pour se protéger d'éventuels chantages. Mais en réalité, là, on va se le dire, ces vidéos alimentaient son voyeurisme et servaient d'outils de recrutement pour de futurs agresseurs. Ben oui. Et une fois l'acte terminé, Pellico reprenait le contrôle total de la situation. Il effectuait lui-même la toilette intime de Gisèle, effaçant méticuleusement toute trace physique des agressions. Cette précaution était d'autant plus nécessaire que les agresseurs ne portaient généralement pas de préservatif. Oh là là. Ce scénario sinistre, Gisèle le subira pendant près d'une décennie, soit de juillet 2011 à septembre 2020. Durant cette période, elle subissait en moyenne 2 à 3 viols par semaine. Puis j'ai fait un petit calcul rapide, ça fait entre 1000 et 1500 viols qu'elle aurait subis.
C'était souvent en plein milieu de la nuit. Hein? C'est genre pointe-toi à 3 heures du matin ou des trucs comme ça. Là. C'est exact. Vraiment intense. Là. Puis dans le jugement, je pense que c'est 80 viols qui sont comme, comptabilisés, exact. Mais quand on le calcule, puis même à un viol, 2, ça fait, c'est fou. Le chiffre, j'arrêtais pas de penser à ça en m'en venant au studio. J'en revenais pas la quantité de fois qu'elle s'est fait violer. Oui, puis il ne vendait pas, de ce que je comprends, il vendait pas ça comme un service. Là. C'est-à-dire c'était, il chargeait pas à personne. Là. Il prostituait pas sa femme. Non. C'était vraiment, ça faisait partie de sa déviance là, ou de son fantasme de voir d'autres hommes violer sa femme inconsciente. Oui, il se nourrissait de ça. Là, on va faire un retour en arrière le 12 septembre 2020. Dominique Pélicaud se rend au supermarché Leclerc de Carpentras, comme il le fait régulièrement. Mais ce jour-là, il ne vient pas seulement pour faire ses courses. Dans les allées du magasin, il agit avec une discrétion calculée, son téléphone portable à la main. Son objectif est clair, filmer sous les jupes des clientes sans qu'elles ne s'en aperçoivent. C'est une pratique à laquelle il s'adonne depuis des années. Un comportement déviant qui, jusque-là, lui a permis de passer un peu sous le radar. Mais cette fois, la chance n'est pas de son côté. Les caméras de vidéosurveillance du magasin captent ses mouvements suspects. Un vigile, intrigué par son comportement, décide de le suivre discrètement. Pélicaud cible plusieurs femmes et filme à plusieurs reprises avant que le vigile ne l'interpelle en flagrant délit. Pris sur le fait, Pélicaud reste silencieux, presque impassible. Le vigile confisque son téléphone et contacte immédiatement la police. Lorsque les agents arrivent sur place, ils procèdent à l'arrestation de Pélicaud. Les clients présents dans le magasin assistent à la scène et expriment leur indignation, même que certains l'insultent ouvertement. Je comprends. Crime, tu dis, j'aurais traité de salaud. Là. Tandis que d'autres filment l'interpellation avec leur propre téléphone. Le lendemain, le 13 septembre, le parquet de Carpentras lève la garde à vue de Pélicaud. Une enquête préliminaire est lancée, incluant une expertise psychiatrique. Les enquêteurs, suivant leur protocole habituel, saisissent le matériel informatique de Pélicaud à son domicile pour une inspection approfondie. Et c'est le 14 septembre que l'affaire prend une tournure inattendue et terrifiante. Les enquêteurs saisissent l'équipement informatique de Dominique et vont y faire des découvertes qui vont marquer leur vie à jamais. Ils découvrent entre autres sur l'ordinateur de Pélicaud un dossier nommé « Abus » avec un S. Son contenu glace le sang des enquêteurs. Plus de 20 000 photos et vidéos compromettantes. Parmi les vidéos se trouvait également un fichier nommé « La fille de la salope ». Il s'agissait de Caroline Darian, leur propre fille. Pélicaud est immédiatement replacé en garde à vue et, face à l'évidence, passe aux aveux. Le 22 septembre 2020, en revenant d'un week-end avec ses enfants,
Gisèle Pélicaud est accueillie par son mari Dominique en larmes. Bouleversé, il lui avoue « J'ai fait une bêtise, je suis désolé, ça n'arrivera plus ». Il lui annonce alors qu'il a été arrêté à la suite d'un incident survenu au supermarché. Les mois passent et le 2 novembre 2020, Gisèle Pélicaud se rend au commissariat de Carpentras avec son mari Dominique, pensant simplement répondre à une convocation suite à un incident survenu 2 mois plus tôt. À 9 heures, Gisèle entre dans le commissariat, ignorant que sa vie est sur le point de basculer. À 9h45, elle est reçue seule par le sous-brigadier Laurent Perret. L'agent commence par lui poser des questions apparemment anodines sur ses habitudes quotidiennes, son sommeil, ses médicaments. Il lui demande également si le couple reçoit régulièrement des amis. Gisèle ne comprend pas l'intérêt de ces questions-là. L'agent semble faire des sous-entendus en lien avec l'échangisme, chose que Gisèle et Dominique ne pratiquent pas. Et l'agent dit alors à Gisèle, je le cite, « Je vais devoir vous confronter à des photos, des vidéos ainsi qu'à des conversations qui risquent de vous surprendre, voire vous choquer. Je vous informe que votre époux a été placé en garde à vue pour des faits de viol aggravé et administration de substances nuisibles. Nous le soupçonnons de vous avoir à plusieurs reprises administré du Temesta de 2,5 mg dilué dans un liquide afin de vous endormir et dans le but de favoriser à un ou plusieurs individus une relation sexuelle à votre insu à votre domicile. Nous vous informons que d'autres femmes seraient également victimes des mêmes faits perpétrés par votre époux qui, à son tour, obtiendrait des relations sexuelles avec des femmes endormies. » Et imaginez là, vous faire dire ça. Là. Oui, on se doute qu'il a fait une connerie puis que c'est en lien avec ses fantasmes sexuels au supermarché. Mais là, te faire dire ça, là, c'est genre, hey, mon Dieu, là, elle ne devait pas du tout s'imaginer une histoire comme ça. Non, t'es plus sur le même spectre, là. Je veux dire, entre quelqu'un qui... C'est dégueu, là, mais entre quelqu'un qui filme sous les jupes versus quelqu'un qui viole, qui permet à des hommes de violer toi-même. Toi-même, oui. Ça n'a aucun sens, là. Je veux dire, on n'est plus dans le même spectre de... Oh non. Ah non, je repensais beaucoup à elle. Elle devait penser qu'elle était dans un mauvais rêve. Ah oui, en dedans, là, tu dois tellement être mélangé, là. Tu dois plus comprendre rien. Parce que c'est pas normal. Hein, quand tu n'as aucun doute. Non, en plus, là, non, c'est fou. Là. Donc là, évidemment, son monde s'écroule à Gisèle. Et là, elle découvre, on va lui montrer là, des images filmées par son mari et elle réalise avec stupeur qu'elle apparaît. Là. Elle ne se rappelle pas, évidemment, de ces moments-là, mais elle se voit inconsciente avec un homme qu'elle ne connaît pas, allongé sur elle. Parfois, elle porte des sous-vêtements qu'elle ne connaît pas, dont elle ne se rappelle pas, mais elle comprend que c'est elle. Donc, c'est sûr que à quelque part, il y a comme une dichotomie là, mentale. Là. Elle ne doit pas faire les associations. Là, ça doit être choquant. Ah, vraiment? J'ai même pas de mots. Et là, évidemment, elle a le cœur lourd. Le soir, elle rentre chez elle avec une amie et s'apprête à annoncer la nouvelle à ses enfants. Et là, elle sait que l'instant est crucial et que ça va tout changer, là, cette vérité-là. David, un des enfants, s'en souviendra toujours. Le 2 novembre 2020 à 20h15, il reçoit un appel. La voix de sa mère brise le silence, mais ce n'est pas un simple appel, c'est un tsunami, un choc violent. Il se souvient de la nausée qu'il ressent à cet instant, de la douleur brute qui le submerge. Il doit s'isoler, même vomir, comme si son corps ne pouvait pas encaisser l'ampleur de la révélation. Ah oui. Dans un éclat de colère, il crie « On passe d'une vie de famille normale à une vie de famille qui a été complètement effacée. Il a été mon père, il ne l'est plus. Aujourd'hui, c'est un monstre. » Il sait qu'il ne pourra jamais lui pardonner, même après la lettre que son père lui a envoyée avant le procès. Oui, c'est sûr. Moi, je ne pourrais jamais pardonner ce genre de choses-là. Caroline, leur fille, vit cela d'une manière différente, mais tout aussi intense. Elle se sent, elle, la grande oubliée du procès. Oui. Les blessures sont là, profondes. Un jour, elle est convoquée au poste pour identifier les images d'une femme inconsciente en sous-vêtements. En scrutant les images, elle remarque une tache de naissance sur cette femme-là. Et cette tache, c'est la sienne. Ah oui. Donc, elle aussi, elle est sous le choc. Elle ne se rappelle pas de ces moments-là. Elle se souvient de rien.
mais avec la tâche de naissance, elle comprend que elle aussi, elle s'est fait violer puis elle a été droguée par son père. Oui, c'est fou. Le traumatisme qu'elle porte est très lourd. Et en mars 2025, elle décide de porter plainte contre son père pour l'avoir droguée et violée. Elle refuse de se taire, de rester dans l'ombre de cette histoire. C'est à ce moment qu'elle crée l'association M'endors pas pour aider les victimes de soumission chimique. Ce traumatisme, elle choisit de le transformer en un combat pour la justice. Elle admet que sa vie a été suspendue à cause de cette affaire, mais elle refuse de laisser la douleur définir son avenir. Florian, le plus jeune fils, garde une certaine réserve. Il ne parle pas autant que les autres dans les médias, mais cela ne signifie pas que le poids de la révélation ne l'affecte pas. Son silence parle de la profondeur de son traumatisme en quelque sorte. Oui, j'en doute pas. Puis Caroline est tellement courageuse. Mon Dieu, je savais pas cette info-là, que la fille aussi, la fille de Dominique avait été victime là-dedans. Ah oui, ça ajoute encore plus le niveau, parce que là, on tombe dans de l'inceste, mais j'ai l'impression que dans ce cas-là, même si en théorie c'est de l'inceste, ça l'est, là, mais j'ai l'impression que pour lui, c'était juste une autre femme, un autre objet qui pouvait... c'est juste le fait de l'avoir nommé la fille de la salope. C'est comme s'il il les personnifiait, tu sais. C'est comme si qu'une fois endormi, on dirait parce que je suis convaincu qu'il considérait pas sa femme comme une salope, tu sais, dans sa vie de tous les jours. Non. Mais on dirait que quand il tombait en mode fantasme ou en mode nocturne, ça devenait un objet, tu sais. Oui, vraiment. Sans respect, là, tu sais. Oui, puis faire ça à sa fille en plus. On dirait que ça... Ça n'a pas de sens. Là, on va se diriger à l'ouverture du procès le 2 septembre 2024. Il y a une atmosphère qui est pesante qui règne au Palais de justice d'Avignon. Dans la salle des assises, un procès historique s'apprête à débuter, celui des viols de Mazan. 32 accusés, accompagnés de leurs avocats, prennent place sur les bancs. Dans le box des détenus, 17 autres attendent, déjà emprisonnés pour leurs crimes. Un box spécifique entouré d'une escorte est réservé à Dominique Pélicaud. En face, sur l'estrade, la cour se compose du président, reconnaissable à sa veste rouge, et de ses substituts. Sur la droite, la famille Pélicaud prend place, Gisèle au centre, entourée de ses 3 enfants, Florent, Caroline et David. Tandis que Gisèle est représentée par Maître Camus et Babonneau, dont les noms résonneront souvent au cours du procès. Les accusés présentent des profils variés. C'est là que c'est fou, hein? Puis ça, c'est un peu comme en pédopornographie. Il n'y a pas de profil type. Exact. Ça n'existe pas pour ce type de crime-là. Ou de classe sociale ou d'âge, même. Vous allez être surpris. Là. Exact. Il y a des profils variés, menuisiers, informaticiens, infirmiers, journalistes, pompiers, âgés entre 26 et 74 ans. Certains tentent de se dissimuler derrière des masques chirurgicaux, cherchant à échapper au regard accusateur. Ah oui, ça, là, depuis la pandémie, là, on dirait qu'il n'y a plus un criminel qui est accusé qui met pas un Moses de masque. Ouais. Ça, moi, je devrais quasiment l'interdire parce que c'est plus le prétexte que tu es malade, c'est juste pour garder un certain anonymat. Exact. Ça me dérange. Moi, je trouve que ça fait partie du processus d'être humilié. Un peu, mais bon. C'est sûr que, tu sais, pendant le procès, ils ne sont pas encore reconnus coupables, mais je comprends très bien ton point. Mais quand même, là, oui. C'est toujours ça, là, même à Montréal ou partout, là, maintenant, je le vois, là, c'est systématique. Dès que tu vas en cour et tu es accusé, par hasard, tu as un masque chirurgical là, dans le visage. 51 hommes, dont Dominique Pélicaud, sont jugés pour viol par soumission chimique sur Gisèle Pélicaud. De juillet 2011 à octobre 2020, Dominique Pélicaud est accusé d'avoir drogué sa femme à son insu et de l'avoir fait violer par des hommes qu'il recrutait en ligne, principalement via le site coco.fr, dont nous avons parlé plus tôt. Le nombre de viols est estimé à environ 90. Vous voyez là, l'écart entre l'estimation et versus ce qu'ils ont pu dénombrer. Là. Exact. Dès le premier jour d'audience, Gisèle Pélicaud, par le biais de ses avocats, demande que le procès soit public. Maître Babonneau déclare à la cour « Notre cliente estime que la justice se rend publiquement et qu'elle n'a pas à se cacher. » Il ajoute « Pour que la honte change de camp, ma cliente souhaite que ce qu'elle a vécu se sache.
ce procès dépasse les limites de cette enceinte et le huis clos, eh bien, c'est aussi demander à ma cliente de s'enfermer avec ceux qui l'ont agressée. C'est pour cela qu'elle souhaite que cette salle soit ouverte. Après délibération, la Cour accède à sa demande et le procès sera public. Ah oui, c'est fou, ça, cette détermination là, de Gisèle Pellicot à sortir de là vainqueur d'une certaine façon. Oui, là, oui. Elle est devenue vraiment la porte-parole de cette cause-là. Puis on va y revenir. C'est pas mal la Woman of the Year, là, Gisèle Pellicot. Ah oui, elle et sa fille Caroline, là, c'est incroyable. Là, c'est des femmes avec une résilience. C'est fou. Là. Puis je la comprends parce que c'est vrai, l'argument, je l'avais pas vu comme ça au début, mais le fait qu'elle dise que le huis clos, pour elle, c'est comme si elle était enfermée avec les prédateurs. Puis c'est vrai, d'une certaine façon, vu que personne ne le sait, c'est comme si c'était à l'abri des regards. Ben oui, encore exact. une fois, donc, non, je comprenais son... Mais ça prend toute une force de caractère, par contre, là, pour y aller comme ça. C'est fou, là. Il faut que tu aies une bonne équipe avec toi aussi. Là, oui, tu as raison. Il faut être solide. Le 5 septembre, c'est le jour du premier témoignage de la victime. Gisèle Pellicot, à la barre, est assistée de son avocat, Maître Babonneau. Elle déclare avoir été sauvée par la police. Dominique Pellicot l'écoute depuis le box. Elle raconte sa fameuse convocation au poste de police où elle a appris toute l'histoire, mais aussi les photos et les vidéos trouvées sur les appareils de Dominique où elle ne se reconnaissait même pas. Elle se remémore à quel point cette découverte a secoué sa vie ainsi que celle de sa famille pour le restant de leur vie. Interrogée par le président sur une éventuelle complicité, elle répond avec fermeté « Je n'ai jamais été complice, je n'ai jamais fait semblant de dormir, ni quoi que ce soit, je peux le jurer s'il le faut. » Et elle revient sur ses pertes de mémoire inquiétantes, persuadée d'avoir l'Alzheimer, et sur les taches d'eau de Javel retrouvées sur ses habits sans se rappeler les avoir utilisées. Elle raconte même avoir demandé à son mari, sur le ton de la rigolade, s'il ne la droguait pas par hasard, ce à quoi il aurait répondu en pleurant « Comment peux-tu m'accuser d'une telle chose? » Oui, c'est ça l'a ébranlé un petit peu. Là. Oui, c'est ça, mais avec du recul maintenant, on n'a pas la même perspective des choses. Ils jouent souvent à la victime, parce que, oui, plus tôt dans leur vie, elle l'a trompé. Puis je comprends que c'est pas le fun, mais quand on compare maintenant les deux actes... Là. Ah oui, mon Dieu. Revenons un peu sur les problèmes de mémoire dont tu viens de parler, Seb, parce que justement, elle pensait même avoir l'Alzheimer. Oui, donc, oui. Pendant plusieurs années, elle a été tourmentée par des pertes de mémoire, même des symptômes physiques inexplicables qui ont profondément affecté sa vie quotidienne, sans même qu'elle sache pourquoi elle avait tout ça. Somnolence excessive, particulièrement les week-ends, des trous de mémoire fréquents, perte de poids, de la chute de cheveux, de l'anxiété intense, de la fatigue croissante, des problèmes gynécologiques aussi, évidemment, un sentiment d'être proche de la mort, des difficultés à rester éveillée, elle s'assoupissait souvent, mais sans s'en rendre compte, et une amélioration, en fait, de son état lorsqu'elle était loin de Mazan. Donc, lorsqu'elle voyageait ou qu'elle allait dans d'autres villes, bien là, les viols se passaient plus. Donc, elle sentait qu'elle reprenait du mieux pendant ces moments-là. Mais comment faire cette corrélation-là? Exactement. C'est dedans, là. Convaincue qu'elle souffrait d'une grave maladie, elle consultait régulièrement des médecins accompagnés par son mari Dominique, qui semblait attentif et dévoué. Gisèle se plaignait de somnolence, de difficultés à articuler et à marcher, d'un état de confusion persistant, puis des absences mentales fréquentes. Elle perdait du poids, elle ressentait une fatigue extrême, puis elle avait souvent des douleurs abdominales, des douleurs vaginales même à répétition. Et lors d'une visite chez le gynécologue, elle apprend souffrir d'une inflammation du col de l'utérus ainsi que de 4 infections sexuellement transmissibles. Et là, c'est troublant. 4. Elle confie les résultats à Dominique qui, lui, l'accuse d'avoir des amants. Après une discussion, le couple conclut que ces infections doivent avoir un lien avec les autres symptômes qui nuisent de plus en plus à son quotidien. Ces symptômes la poussent à croire qu'elle est atteinte d'Alzheimer ou même d'un cancer. À chaque rendez-vous médical, Dominique était à ses côtés, veillant soigneusement à ce que les questions posées ne soient pas trop intrusives. Oui, c'est ça, il surveille.
Malgré de nombreux examens médicaux et des bilans sanguins, aucun diagnostic concluant n'était établi. Les médecins ne trouvaient rien d'anormal dans ces résultats. Les avocats de Gisèle souligneront plus tard « On cherche que ce qu'on trouve », expliquant pourquoi les substances administrées par Dominique n'ont jamais été détectées. Oui, c'est ça. Pourtant, ses pertes de mémoire continuaient à s'aggraver. Sa famille s'inquiète de la voir somnoler pendant des heures lorsqu'elle leur rend visite. Ses petits-enfants se souviennent de leur grand-mère endormie à 11 heures du matin et se levant qu'à 17 heures. Ces observations éveillaient des interrogations chez ses proches, mais personne ne pouvait imaginer l'inimaginable. Non, c'est ça, tu peux jamais... Là, j'ai l'impression que dans le collectif, si ce genre de choses-là réarrive, étant donné qu'on a une mémoire collective, que là, ça pourrait peut-être allumer des lumières plus tôt, pour pas que ça dure justement 10 ans. Sachant que c'est arrivé à elle. Oui, c'est ça, mais c'est vrai, là, je me mets à la place des membres de la famille et tout ça, c'est dur à faire cette corrélation-là. Là. C'est même presque impossible. Là. On retourne au procès. Le 19 septembre 2024, c'est au tour de Dominique Pélicaud de prendre la parole. Autorisé à comparaître dans un fauteuil adapté en raison de ses problèmes de santé, il est interrogé par le président de la cour d'assises sur les crimes de viol aggravé contre son épouse et une autre femme, ainsi que sur la captation d'images à caractère sexuel impliquant sa fille et ses belles-filles. Okay. Des faits qu'il a systématiquement reconnus. Ah, ça m'écoeure. Dominique Pélicaud commence par évoquer son enfance et tente d'expliquer l'origine de son comportement. Il affirme avoir été victime de viols multiples à l'âge de 9 ans, commis par un infirmier dans une clinique de Châteauroux en 1961. Selon lui, cet épisode aurait marqué profondément sa psyché. Cependant, cette version est contestée par son frère qui minimise les faits en affirmant que Dominique n'aurait passé qu'une seule nuit dans cette clinique et aurait simplement mentionné des attouchements à son retour. La mère de Dominique, qui connaissait bien l'établissement, aurait également enquêté et conclu qu'il n'y avait que des infirmières présentes cette nuit-là. Ces contestations ont conduit certains à penser que cette histoire pourrait avoir été exagérée ou inventée pour se victimiser. J'avoue là-dessus, j'avoue que je suis perplexe. Je ne sais pas qui dit la vérité. Malgré qu'une seule agression, c'est toujours grave. Même si le frère minimise, mais bon. Malgré ses doutes, la psychologue Annabelle Montagne, experte près de la cour d'appel de Nîmes, a analysé cet épisode comme une possible expérience d'objectalisation. Donc ça, c'est quand une expérience d'objectalisation, c'est une situation où une personne est traitée comme un objet plutôt que comme un être humain à part entière. Ouais. Et elle explique plutôt que ce type de traumatisme à un âge prépubère peut engendrer un clivage psychique et influencer le positionnement relationnel et intime d'une personne à l'âge adulte. Et le clivage psychique, en fait, c'est comme si notre esprit créait deux versions de lui-même pour gérer une situation difficile ou traumatisante. Ouais, j'avais déjà entendu, mais pas, c'est fascinant quand même. Ça crée un peu un détachement. Là. Oui, exact. Il raconte également avoir assisté à l'âge de 14 ans à un viol collectif alors qu'il était apprenti sur un chantier. Selon son témoignage, il aurait été forcé de participer au viol d'une jeune femme handicapée. Il décrit cette scène comme particulièrement marquante en raison de l'odeur qui lui reste en mémoire et qui le hante encore aujourd'hui. Et Pélicaud assume sa responsabilité ainsi que celle des 50 autres accusés. Je maintiens que je suis un violeur comme ceux qui sont accusés dans cette salle. Ils savaient tout. Ils ne peuvent pas dire le contraire. Il ajoute « Je ne retiens de ma jeunesse que des chocs et des traumatismes. Elle ne méritait pas ça, je reconnais. On ne naît pas pervers, on le devient. Je pense que ce que j'ai vécu est prépondérant dans mon histoire. » Il affirme cependant n'avoir jamais considéré sa femme comme un objet. Ouais, permettez-moi d'en douter. Oui, dur à prouver. Les avocats de Gisèle Pélicaud et de ses enfants interrogent ensuite Dominique, cherchant à comprendre pourquoi il n'a pas arrêté malgré la souffrance de sa femme. Il dit « Effectivement, je la voyais souffrir, mais l'addiction était plus forte. J'essayais de la rassurer, j'ai trahi sa confiance. J'aurais dû arrêter bien plus tôt, voire
Ne jamais commencer, répond-il. Il reconnaît avoir exposé sa femme au VIH et à d'autres risques de santé, avouant avoir eu conscience de ces risques malgré un test falsifié fourni par une des personnes. Ça devait l'exciter à quelque part, cette part de risque-là, je pense. C'est sûr que oui. Hey, 4 ITS. En même temps. Ça, 4, c'est tellement dangereux en plus. Il explique également comment il a rencontré un certain individu depuis 2011 qui lui a montré des choses qu'il croyait impossibles et comment un ensemble s'est formé comme un réseau qu'il n'arrivait pas à dominer. C'est pour cela qu'il a senti qu'il fallait faire des vidéos. Interrogé sur la connaissance des causes accusées, de l'état de Gisèle et du fait que les actes étaient filmés, eh bien, il déclare « Tous savaient quel était le scénario. Il y avait un trépied avec un écran déporté. Tout le monde le voyait en rentrant dans la pièce. » Et le président reprend l'interrogatoire, évoquant la description de Pellico comme manipulateur et son emprise sur les autres. Les experts s'accordent sur le fait qu'il est un fin manipulateur doté de paraphilies multiples. Pellico répond. Ils acceptaient de se déshabiller dans la cuisine en parfaite connaissance de cause. Ils acceptaient dès le départ. La seule question qu'ils posaient, c'est combien c'est. Je n'aurais pas mis un fusil sur la tempe. Je n'ai jamais forcé ni manipulé qui que ce soit. Interrogé sur les produits qu'il utilisait pour endormir son épouse, Dominique Pellico n'évoque que le Temesta, qui lui était prescrit par son médecin traitant. Or, les analyses des cheveux de Gisèle ont établi la présence d'un autre produit, Émile, du Stilnox, qu'on vous a parlé tout à l'heure, ce qu'il finit par nier. Le président lui demande ensuite combien de fois il la violait par semaine, ce à quoi il répond 2 à 3 fois par semaine, peut-être même moins. En moyenne, 1 fois par semaine au maximum. Il me semble que les deux chiffres se contredisent. Oui, il y en a un que c'est le triple de l'autre. Oui, c'est ça, puis ça se contredit. Quel homme étrange. Oui, je pense qu'il a élaboré tout ça, tout ce qu'il dit dans son témoignage, c'est justement pour montrer que les personnes qui étaient là étaient bien conscientes de tout ce qui se passait, là, que vraiment, il allait dans un endroit où il y avait des règles à respecter, puis tout ça. Puis je me demande aussi, ses voisins, ils devaient bien se rendre compte de quelque chose. Ça arrivait à 2-3 heures du matin, ça, ces viols-là. C'est vrai, pareil. Parce qu'ils attendaient, je pense, un certain nombre de temps. Il fallait qu'elle soit endormie pendant plusieurs heures là, avant qu'ils procèdent. Oui, exact. Le fait de stationner, c'est vrai qu'à l'extérieur, mais les gens arrivent quand même à pied. Oui. Mais c'est ça, discrètement. Mais je suis content quand même parce qu'il y en a beaucoup qui se sont un peu déculpabilisés de ça dans les accusés. Puis je suis quand même content que Dominique a dit ça. Là, je veux dire, les gars, ils savaient ce qu'ils faisaient. Là, dans le sens que parce qu'il aurait pu, je sais pas, d'une certaine façon, il aurait pu se ranger de leur camp. Mais non, au moins là-dessus, il est honnête. Je trouve qu'il savait ce qu'il faisait. Là. On va revenir sur les 51 autres hommes là, qui sont inculpés dans cette affaire-là. On ne fera pas le tour des 51, ça serait long et lourd, mais on va quand même faire le tour un peu de leur profil. C'est quand même intéressant de voir quel genre de personnes ça donne à ces perversions-là. Là. Le 9 octobre, c'est au tour de Vincent C., qui est un menuisier de 42 ans, de témoigner. Il reconnaît, lui, être venu violer Gisèle à 2 reprises en 2019 et 2020. Il explique comment s'est déroulée sa première rencontre avec Dominique Pellico en disant « Une fois arrivé dans la maison, il me dit « Viens ». Elle a pris son somnifère, on va aller la réveiller. À ce moment-là, je trouve ça bizarre, mais je me sens en confiance chez un couple, invité par le mari, et puis la soumission chimique, je ne connaissais pas ça. Ouais. Le 10 janvier, il se reconnecte sur coco.fr et retombe sur le profil de Dominique Pellico, qui ne le reconnaît pas. C'est moi qui lui dis que je suis déjà venu une première fois. Je lui fais comprendre que j'avais trouvé ça bizarre, mais il me dit « Non, c'est notre délire, on a regardé la vidéo après et elle a aimé ça. » Donc lui, il lui fait croire que c'était presque... Consentant. Oui. Ouais. Il me dit qu'ils ont des amis à la maison, de ne pas s'inquiéter, que ça va bien se passer. Il me dit qu'elle est présente et réveillée. Il n'a pas besoin de m'en dire beaucoup, mais ça ferme les portes du doute, on va dire. Il ajoute « Si j'avais une proposition qui m'attirait plus ce soir-là, je l'aurais prise. Mais ce n'est pas un supermarché non plus, Coco. » Oui, c'est comme si il était là à la recherche d'opportunités. Oui, ça. Suite à cette phrase, Gisèle Pellico sort de la salle, ne pouvant en entendre plus.
Une première depuis le début du procès, pardon. Ben, je la comprends, là. C'est tellement, cette phrase-là est tellement lourde, là. Si j'avais une proposition qui m'attirait plus ce soir-là, je l'aurais prise. C'est ça. C'est comme s'il n'y avait pas le choix. Tu sais, je veux dire, dans la vie, là, des fois, là, tu n'en as pas d'opportunité, là, puis reste chez toi. Là. Tu sais, je veux dire, arrête. Je comprends pas les hommes. Tu sais, je comprends, là, on a tous des désirs sexuels, là, mais on peut-tu comme faire ça dans le consentement, là? Ah non, moi, ça me dépasse. Ah, mais vous allez être très dépassé par les commentaires de ces hommes-là, vous allez voir, là. Vincent C. évoque, comme les autres, un Dominique Pellicot autoritaire dirigeant la scène. Il admet avoir mal réagi et va jusqu'à affirmer avoir ressenti aucun plaisir. Et le procès révèle des profils vraiment variés, là. Il y a un certain Mohamed R, qui est un retraité de 70 ans, déjà condamné pour viol sur sa propre fille en 2017. Lui, il serait resté pas moins de 5 heures au domicile conjugal en mai 2019, se livrant à des attouchements et des viols sur le corps de Gisèle. Un certain Cyril B., un chauffeur routier de 47 ans, adepte de libertinage, il décrit la soirée comme glauque et malsaine, ce qui ne l'a pas empêché d'avoir des relations avec Gisèle. Il dit n'avoir pris aucun plaisir et se sent dupé par Dominique, se considérant comme une victime également. On va aller pleurer, on va aller pleurer ensemble. On repensera. Redouane A., sans emploi de 40 ans, est qualifié par des experts comme ayant des compétences intellectuelles faibles et comme étant antisocial. Il a un casier judiciaire chargé avec 19 mentions, incluant violence conjugale, vol, violence aggravée et menace de mort envers une autorité publique. Il s'est rendu 2 fois au domicile du couple et aurait également fait chanter Dominique Pellicot pour obtenir la drogue permettant d'endormir sa femme. Ben voyons. Il considère ces actes comme naturels. Donc, pas trop de problème avec lui. Hein. Cyprien C., un chauffeur routier de 43 ans et père d'un enfant, est qualifié par l'expert psychologue comme étant un homme vulnérable et influençable. Il aurait également eu une enfance difficile. Lors du passage à l'acte sur Gisèle Pellicot, il dit qu'il se rend compte que quelque chose ne va pas, reconnaissant que la victime ne semblait pas consentante, mais reconnaît avoir tout de même eu des relations sexuelles avec elle. Le président revient sur les moyens de communication utilisés par Dominique Pellicot afin d'organiser ces rendez-vous. D'abord, une prise de contact via coco.fr, puis une planification du rendez-vous, soit par Skype ou soit par téléphone. Ouais. Le président demande ensuite à l'accusé s'il déclarait systématiquement l'état d'endormissement de la victime, ce à quoi Pellicot y répond, il dit « Oui, tous ceux que j'ai eus en contact ont eu la totalité de ce que j'ai évoqué, elle était droguée par mes soins. Il y avait des obligations qui ne laissaient aucun doute. Je demandais à ce qu'il ne porte pas de parfum, pas de tabac. Je ne cache pas qu'il y a eu aussi des moments d'hésitation sur le préservatif, et je le regrette, car j'ai exigé des scènes S. Mais toutes les personnes étaient parfaitement au courant dès le départ de toutes ces conditions. » Le président indique alors qu'il aurait dit à des accusés qu'il faisait cela par vengeance face aux infidélités de son épouse. Par exemple, dans le but de l'humilier. Il faisait exprès de faire venir des hommes de couleur en indiquant qu'elle était raciste. Le fait d'avoir fait venir des homosexuels notoires n'était pas aussi une forme d'humiliation supplémentaire qu'il lui a demandé, en fait. Et il dit « Si j'avais eu une véritable vengeance vis-à-vis de madame, je ne me serais pas remarié avec cette personne. Je n'ai eu aucun instinct de vengeance par rapport à cette personne. Moi aussi, j'ai eu des contacts avec d'autres personnes. Sur le racisme que j'ai pu employer, c'est par pur fantasme. Je ne suis en aucun cas raciste, ni ma femme. » OK. C'est tellement bizarre. Le président le questionne ensuite sur les méthodes qu'il utilisait pour droguer la victime. Et ce qu'il dit, c'était des doses préparées à l'avance et en fonction du rendez-vous. Je les utilisais. Le Temesta était stocké dans une petite pipette, c'est de la poudre, et comme c'est moi qui faisais la cuisine, je faisais à manger et elle était dans la pièce d'à côté. Elle a eu des doutes par moment. La plupart du temps, elle était dans la chambre, elle avait déjà dîné, avait déjà eu le produit. Ou si c'était plus tard, c'était dans sa glace que je lui préparais et je lui apportais devant la télé et on attendait le temps qu'il faut, explique Pellicot. Gisèle, pendant ce temps-là, elle était présente, faut pas l'oublier, à chaque audience, et elle fait preuve d'une force et d'une dignité remarquables. Son équipe d'avocats a aussi réussi à faire en sorte que les vidéos prises soient montrées au tribunal.
en montrant là, qu'elle permettait là, de défaire la thèse du viol accidentel. Oui, absolument. Là. Viol accidentel, je ne savais pas que c'était un mot, ça. Ben oui, exact. C'est comme, c'est pas deux mots qui peuvent être mis ensemble. Là. C'est ça, il n'y a personne qui viole accidentellement quelqu'un. Là. Ça marche pas. Là. Voyons donc, hein, c'est ça. T'essayes n'importe quoi, là, j'ai l'impression qu'on est rendu là. 16 décembre 2024, on continue le procès. Journée déterminante. Les 51 accusés ont l'opportunité de s'exprimer une dernière fois avant que la cour criminelle de Vaucluse ne se retire pour délibérer et rendre son verdict. Dominique Pélicaud prend la parole en premier. Il commence par saluer le courage de son ex-femme et lui présente ses excuses, ainsi qu'à sa famille, exprimant ses regrets pour les souffrances qu'il leur a infligées depuis la révélation des faits. Pélicaud remercie également la Cour pour lui avoir permis de rester assis sur une chaise spéciale en raison de son état de santé fragile, assurant que cela ne reflète pas de désinvolture. Il exprime sa gratitude envers son avocate, Béatrice Zavaro, qui l'a aidé à ne pas lâcher la rampe. Une petite parenthèse de l'avocate, ça ne doit pas être facile, hein? Ben, c'est souvent le cas, là, mais de défendre, entre guillemets, quelqu'un comme ça. En plus, c'est une femme. Oh mon Dieu, non, c'est clair. Puis je sais que sont habitués là, à gérer ça dans leur tête, là, mais ça devait pas être facile pour l'avocate. Ah non, c'est clair que non, ça doit être contre ses principes, mais je pense que pour eux, les avocats de la défense, le principe de tout le monde a le droit à une défense va au-delà de ça. Là, exact, mais je pense, j'avais quand même une pensée pour sûr. Eux. Les autres accusés, âgés entre 27 et 74 ans, prennent ensuite la parole. Certains se contentent d'un simple « rien à ajouter », tandis que d'autres expriment leur honte et leurs regrets. Une quinzaine d'entre eux présentent leurs excuses directement à Gisèle. Jérôme V., l'un des accusés ayant répondu 6 fois aux invitations de Pélicaud, annonce qu'il ne fera pas appel de sa peine par respect pour la victime afin d'éviter un nouveau procès. Charlotte, à toi, au moins t'assumes. Oui. Le shout-out n'est pas un shout-out, mais en tout cas, au moins il assume. C'est ce que je peux dire. Là. Gisèle Pélicaud est présente à l'audience ce jour-là. Malgré l'absence de ses enfants, elle reçoit une ovation du public à sa sortie de la salle, témoignant du soutien dont elle bénéficie depuis le début du procès. La Cour annonce que le verdict sera prononcé le jeudi suivant, après plusieurs jours de délibération. Enfin, après des semaines d'un procès éprouvant, le moment des réquisitions arrive. Le réquisitoire du ministre public contre les 51 accusés s'est conclu le 27 novembre 2024. L'avocate générale, Laure Chabot, requiert des peines allant de 4 à 20 ans de prison contre les causes accusées. La peine maximale de 20 ans est requise contre Dominique Pélicaud, décrit comme le chef d'orchestre de la décennie de viol sur son épouse. L'accusation explique que le viol ordinaire, accidentel ou involontaire, eh bien, ça n'existe pas. Oui, comme on disait tantôt, viol accidentel. Mais non, franchement. Les plaidoiries des avocats de la défense suivent. Ils tentent de minimiser la responsabilité de leurs clients, arguant qu'ils ont été manipulés par Pélicaud qu'ils n'avaient pas conscience de la gravité de leurs actes. Comment? Certains accusés persistent à dire « Je reconnais les faits, pas l'intention ». Ouais. C'est discutable. Après, mais c'est pas des gens très intelligents non plus. Non, là, c'est des gens avec des casiers judiciaires. Oui, c'est ça. Là, qui ont déjà une coupe de viol dans le... Oui, pour eux, ça fait partie de... Après des heures de délibération, le verdict tombe. Le 19 décembre 2024, Dominique Pélicaud est condamné à la peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle. Les 50 co-accusés sont tous déclarés coupables, avec des peines allant de 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, à 15 ans de réclusion criminelle. La salle d'audience retient son souffle. Gisèle, les yeux rougis, serre la main de ses avocats. Le verdict est accueilli avec soulagement par les parties civiles qui estiment que la justice a été rendue. Gisèle Pélicaud déclare respecter la décision de la Cour. Pour elle, c'est la fin d'un long cauchemar.
Elle affirme avoir confiance à présent dans un avenir dans lequel chacun, femme et homme, peut vivre en harmonie. Oui, elle se disait satisfaite, Gisèle, de la condamnation de son mari, là, je crois. Oui. T'sais, même, c'est dur à chiffrer. Moi, j'étais là, 15 ans, c'est pas assez. Puis on est toujours très fâchés, très émotifs en lien avec ça. Mais c'est arrivé tellement de fois. On dirait que j'aurais pas été surpris que ce soit un verdict vraiment plus mineur que ça. Puis que, à quelque part, on soit déçu de tout ça encore une fois. Parce qu'on a tellement été déçus souvent. On a fait justement... Il y a eu plus que Bertrand Cantat. Oui, c'est vrai, t'as raison. Pour le meurtre de sa femme. Il a fini avec 4 ans. Oui, c'est... Là, on va voir combien de temps Dominique Pélicaud va rester en tôle. Mais c'est ça, quand on compare des choses, des fois, on est frustré. Puis dans ce cas-ci, je ne sais pas. On voudrait toujours plus. Oui, mais c'est ça. D'après moi, ils ne voulaient pas manquer leur coup, parce que même au Québec, souvent, on le voit, il y a des cas, puis je sais qu'il faut individualiser les peines. J'imagine que vous avez un peu le même droit. Ici, c'est ça. J'imagine que c'est un peu la même chose, mais même nous, je trouve que nos peines sont... enfin, ce que je veux en venir, c'est que dans des cas médiatisés comme ça, ils veulent pas se tromper. Parce qu'ils savent, après le clash médiatique, ça fait perdre la confiance dans la justice et tout ça. Donc, j'ai l'impression, moi, ce que j'avais peur, c'est que des causes accusées s'en sortent, mais finalement, il n'y en a pas un qui sont tous déclarés coupables. Puis ça, c'est évidemment à différents niveaux, là, parce qu'ils n'ont pas la même implication. Ça aussi, j'étais content, parce que moi, j'avais peur aussi sur cet élément-là. Là. Des fois, il y en a qui s'en sortent trop facilement. Mais non, là-dessus, ils sont tous fichés, ils sont tous nommés. Qu'au moins, il y en a une justice, si on peut dire. Là. Ah oui, puis ceux qui sont des récidivistes là-dedans, il y en avait un qui avait, je sais pas combien de crimes, qui avait déjà violé sa fille. Justement, ils ont eu plus de temps, là, des 15 ans aussi pour ces gens-là. J'ai dit 15 ans tantôt pour Pélicaud, mais c'est 20 ans. C'est 20 ans, c'est 20 ans. Je me corrige, là. Mais oui, moi aussi, j'étais satisfait que ces 50-là, j'aurais cru. Puis ça, vive les preuves numériques, vive les traces numériques, parce qu'il y en a peut-être d'autres, il y en a sûrement d'autres. Oui. Mais ceux-là, ces 51-là, sont ceux qui ont réussi à retrouver grâce aux messages envoyés, les messages directs sur coco.fr, sur Skype et tout ça, grâce aux preuves numériques. Mais sinon, moi, j'étais sûr que ça allait être juste Dominique Pélicaud qui allait avoir une peine, puis qu'on n'aurait pas été en mesure de retrouver les autres violeurs. Là, non, exact. Mais ça a dû être une méga enquête là, de ficher, de trouver, d'identifier chaque personne. Faire toutes les demandes justement aux fournisseurs Internet, à Skype, pour avoir les adresses. Ils doivent avoir des pseudos souvent. Ça doit être difficile à retracer quand même. Exact. Mais j'ai l'impression que ces gens-là ne se cachaient pas vraiment. Fait que ça a dû faciliter d'une certaine façon les enquêteurs. Dans le sens, je ne suis pas certain que beaucoup de gens avaient un VPN avant d'aller sur coco.fr en se pensant un peu à l'abri. Hein. C'est un peu ça aussi. Les gens ils ont l'impression que les sites Internet ne sont pas surveillés, mais partout où tu vas, ton adresse IP, elle est enregistrée quelque part. Elle est automatiquement reliée à ton fournisseur Internet. Il sait exactement c'est qui utilisait cette adresse-là. Là. Donc, il y a toujours des traces. Ah oui. Quelques développements troublants, Seb, qui sont survenus au début de l'année 2025. Je ne sais pas si tous les autres podcasts en ont parlé de ça, mais du moins, nous on a vu la nouvelle. Mais il y a deux affaires criminelles non résolues là, qui refont surface, qui sont peut-être liées à Dominique Pélicaud. Là. Donc là, c'est pas encore prouvé, mais bon, on va vous tenir au courant si ça se conclut cette année. Mais deux histoires dans les années 90. Le 4 décembre 1991, Sophie Narme, qui est une stagiaire de 23 ans dans une agence immobilière, devait faire visiter un appartement sur la rue Manin dans le 19e arrondissement de Paris. Et le lendemain, à cette époque-là, le couple Pélicaud vivait en région parisienne, on s'en rappelle, avant qu'il déménage à Mazan. Le lendemain, inquiète de ne pas avoir de nouvelles, sa mère contacte l'employeur de Sophie. Ce dernier se rend à l'appartement et y découvre le corps sans vie de la jeune femme. La scène de crime est particulièrement violente. Sophie est retrouvée face contre terre, les poings liés avec du ruban adhésif. Elle est partiellement dénudée, son slip et son collant descendus sur les chevilles. Une ceinture est serrée autour de son cou, utilisée pour l'étrangler. Les enquêteurs notent immédiatement une forte odeur d'éther dans l'appartement. Vous savez, de l'éther, là, il y en a qui utilisaient ça à une certaine époque pour endormir les gens. Là. Exact. L'autopsie révèle que Sophie a été droguée à l'éther, violée, poignardée au niveau du thorax, puis étranglée. Des traces de sperme sont retrouvées sur son corps.
Curieusement, ses chaussures, des escarpins bleus, sont soigneusement rangées près du corps, contrastant avec la violence de la scène. Étrange. L'enquête révèle que le client qui devait visiter l'appartement avait utilisé une fausse identité et un faux numéro de téléphone. Aucune empreinte digitale n'est relevée sur les lieux. Mais 8 ans plus tard, le 11 mai 1999, à Villeparisis, en Seine-et-Marne, une scène similaire se produit. Une certaine Estella B., une jeune agente immobilière encore, est agressée lors d'une visite d'appartement. L'agresseur l'étrangle, lui place un cutter sur la gorge, un exacto, la force à s'allonger sur le ventre et lui lie les mains dans le dos. Il lui fait respirer de l'éther, lui aussi, pour l'endormir, retire ses chaussures et baisse son pantalon. Contrairement à Sophie, Estella parvient à reprendre conscience, à se libérer et à faire fuir son agresseur. Elle reste enfermée pendant 4 heures dans un placard en attendant que l'homme parte. Mon Dieu. Dans les 2 cas, l'agresseur a utilisé une fausse identité pour obtenir le rendez-vous. L'utilisation d'éther, la façon de déshabiller partiellement les victimes et le soin particulier apporté aux chaussures sont des éléments communs troublants entre ces 2 affaires. Ces 2 affaires restées non élucidées pendant des années présentent des similitudes frappantes. Le profil des victimes, le mode opératoire, l'utilisation d'un produit chimique. Ce n'est qu'en 2022 que le nom de Dominique Pellicot est associé à ces crimes grâce à une correspondance d'ADN dans l'affaire de 1999. Vive l'ADN! Combien d'autres crimes Pellicot a-t-il pu commettre durant ces années sombres? Le 30 janvier 2025, Dominique Pellicot est interrogé par une juge d'instruction spécialisée dans les affaires non résolues à Nanterre, et l'enquête est toujours en cours. Malgré les avancées récentes, notamment l'interrogatoire de janvier 2025, aucune date de procès n'a été fixée pour le moment. La justice continue de travailler méticuleusement pour élucider ces crimes vieux de plusieurs décennies. Donc, on aurait retrouvé l'ADN de Pellicot dans l'affaire de 1999. Donc, la tentative de peut-être de meurtre, mais de viol et de meurtre de Estella B. à Villeparisis en Seine-et-Marne. Donc, et si il se retrouve mêlé à cette affaire-là, ben c'est le même modus operandi que le cas du meurtre de Sophie Narme en région parisienne en 91. Donc, on n'a peut-être pas fini d'en apprendre sur Dominique Pellicot. Oui, tu as raison, hein, parce qu'il y a peut-être d'autres cas qui vont ressurgir de ça, mais un peu comme tu dis, vive l'ADN. Hein. Oui. Puis, heureusement qu'on avait les réflexes, même années 90, 2000, même si on n'était pas aussi avancé au niveau de la détection et tout ça, de la conserver. Parce que ça permet, encore une fois, de résoudre des crimes 20 ans plus tard. Là. C'est ça, on ne sait pas qu'est-ce que le futur va nous amener comme technologie. Non, exact. Sinon, je pourrais dire aussi, il y a dans les 50 co-accusés, les co-prévenus, il y en a 17 qu'eux font appel de la décision. Oui, évidemment. Et ça va avoir lieu au 6 octobre 2025. Donc, pour les 17. Mais ça veut dire qu'il y en a quand même 33, je calcule bien, à peu près, là, dans le fond, 33 à peu près qui ont accepté la peine. C'est plus que... c'est à la limite, c'est quasiment plus que j'aurais pu penser. J'aurais eu l'impression que quasiment tout le monde aurait voulu aller en appel, mais c'est lourd aussi aller en appel. Ben oui. C'est pas simple. Il faut refaire des procédures, puis il faut prouver pourquoi on va aller en appel aussi. Il faut qu'il y ait une raison juste pour que la cour d'appel accepte que le jugement soit pas, disons, legit, je peux dire. En tout cas, bref, mais Dominique Pellicot ne fait pas partie de cet appel-là, juste pour que vous le sachiez. Exact. Donc, au moins, moi, j'ai hâte de voir s'il est lié aux autres histoires de meurtre, parce que là, on aurait tout qu'un dossier. C'est vrai. Un individu au passé lourd. Mais je ne sais pas s'il y a eu des accusations formelles dans ces dossiers-là. Je ne suis pas certain. L'enquête semble être en cours. Ça, il a été interrogé, mais il n'y a pas eu encore d'accusation. Non, c'est ça. Mais ça, si ça se révèle être vraiment ça, d'après moi, il ne reverra pas le jour. Je veux dire, il va... Ah non, oui. Je sais pas en France comment ça fonctionne. Comme ici, on a toujours, j'haïs ça, les peines concurrentes. Là. Tu peux faire 3 crimes horribles, mais vu que tu peux pas aller faire plus que 25 ans, aux États-Unis, ils sont cumulables. En France, tu peux faire 102 ans. Oui, c'est ça. C'est pas logique, mais sur papier, ça a un impact plus gros. Je sais pas si en France, je sais pas comment ils fonctionnent, soit en parallèle, les peines concurrentes. Ou bref, s'il y a des gens qui le savent, n'hésitez pas à nous le dire. Je serais curieux de le savoir.
savoir. Oui, et même chose, Distordu français, française, dites-nous si vous avez plus d'informations. Des fois, quand on enregistre l'épisode, il y a d'autres infos qui sortent entre le temps où il est sorti. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va y arriver avec ces accusations-là. C'est toute une histoire. C'est une histoire qui est dure à raconter, évidemment, Seb. En plus qu'on a une saison quand même assez lourde, peuplée de gros dégueulasses. Ouais. Mais c'était important d'en parler. C'était important de parler de la soumission chimique aussi. On va en parler un petit peu plus dans l'after show. On va vous présenter quelques chiffres sur la soumission chimique et on va parler de Philip Wilson, qui est l'agresseur au sédatif d'Ottawa, qui a fait lui aussi plusieurs victimes il y a quelques années. Donc, on en parle en after show à nos abonnés Patreon. Et bien, vous savez où nous trouver, chers distordus. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette histoire-là. Personne, comment dire... tout le monde a une opinion là-dessus. C'est vrai. Ça a laissé personne indifférent. Exactement. Ça a choqué vraiment la planète francophone. Et encore une fois, Gisèle Pellicot, ça devrait être sur la couverture du Times Magazine, selon moi. Oui, vraiment. Elle le mérite. Yes. Merci à André Beaupré, notre monteur. Merci à nos deux flamboyantes recherchistes qui nous aident toujours. Et merci à nos membres Patreon. Parlant de ça, on a plein de shout-outs à donner, Seb. Je te laisse y aller. Oh oui. Et je donne de l'amour à la mystérieuse Anna 2412, Alexandra, OG Bread, Véronique PF et Louise C. Aussi un gros shout-out à Marion, à Roxane E, à Anouk SG, à Mike D, Beastie Boys et à Dave Pat. Et je poursuis avec un gros high-five à Carrie Chica, à Michael T, Anthony J, Marianne B et Myriam. Un gros câlin à Vicky L, à Eric M, à Pierre-Philippe R, à Jérôme D et à JMS. Et je conclus une grosse dose d'amour à Caroline R, Cédric T, Sapcha, Fuck the Police, j'aime beaucoup ton nom, et Nathalie B. Et pour terminer, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir? Tant que les pervers voudront garder des traces numériques de leurs crimes, il y aura toujours moyen de les retracer et de les coincer pour de bon.